Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur les écrans, tous quels qu'ils soient confondus grâce à la magie des réseaux sociaux. D'ailleurs, on ne vous le répète jamais assez, n'hésitez pas à commenter, à questionner nos invités grâce au hashtag Accès Direct. C'est vrai qu'un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir, mais si vous avez un commentaire constructif, on est vraiment preneur. Ce soir, au sommaire de l'émission, on va parler tourisme avec notre première invitée, Amélie Sedita, directrice de l'Alter Alpa Tourisme. On y reviendra d'ici quelques minutes. Nous accueillerons le fondateur de l'ILM, une solution innovante qui devrait grandement faciliter le travail de nombreux designers et artisans. Enfin, nous vous présenterons un projet de maison intergénérationnelle dans le pays de filière, tout un programme. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mais vous connaissez le principe, on commence tout de suite avec les titres du JT qui seront développés à 18h30. Bonsoir Clémence. Salut Manu. Et avec toi ce soir, on va parler de don du sang. Et oui, puisque les réserves de sang en France n'ont jamais été aussi basses depuis 2011. Alors face à la pénurie, un appel à la mobilisation a été lancé par l'établissement français du sang. Jean-Paul Crespi s'est rendu à Annemasse aujourd'hui dans un centre de collecte pour faire le point. Deuxième titre à l'actu ce soir, le début de la série de la semaine préparée par Camille Rivollet. Et oui, on partira à la rencontre d'un homme qui fait vivre une langue ancestrale, le patois. Appris quand il était plus jeune, Joël Beaugrasé transmet aujourd'hui à ses enfants ce parler local à travers notamment le théâtre. On a hâte de voir ça, édition complète et reportage complet à partir de 18h30 dans le cadre du journal télévisé. Mais puisque tu es là, on enchaîne avec une revue de presse et toi, tu joins l'utile à l'agréable avec l'actualité et les mouvements sociaux. Exactement. Alors, festival d'animation, c'est l'actualité. Mouvements sociaux, les gilets jaunes. Et donc, c'est donc la semaine du festival d'animation. Et donc, dans l'actualité du festival de l'animation, c'était l'ouverture hier et un groupe d'intermittents du spectacle se sont donc invités sur scène. Alors, ils sont gilets jaunes, ils appartiennent du moins au mouvement des gilets jaunes et ils ont dénoncé les coupes à venir dans le budget de l'assurance chômage et la menace de la diminution du nombre de films produits par le Centre national du cinéma et de l'image animée, aussi appelé CNC. On le connaît généralement souvent sous ce nom-là, CNC. Alors, coup de projecteur qui n'a pas été très bien accueilli par les spectateurs qui étaient déjà présents dans la salle banlieue, qui ont hué l'arrivée des militants. Une intervention qui s'est, faut le dire quand même, faite dans le calme et la cérémonie a pu reprendre son cours tranquillement. Alors maintenant c'est lancé, c'est parti le festival d'animation. On enchaîne avec un autre article d'un mec assez perché. Un mec assez perché, là c'est vraiment le cas de le dire. Il est artiste plasticien, il s'appelle Abraham Poincheval. Et il a encore frappé fort. Alors je ne sais pas du coup si tu connais Manu un petit peu l'artiste. Il s'est déjà fait remarquer par différentes prestations. Il a notamment traversé la Bretagne à pied en armure. Il a navigué dans une énorme bouteille géante. Il a couvé aussi des œufs pendant près de 20 jours, dont un a éclos, il faut le dire, tout simplement. C'est une information importante. Merci d'avoir souligné ça. Et son prochain défi, du coup, se trouve à Visil en Isère. Il va passer 7 jours niché au sommet d'un mât dans le parc du château de la commune. On va le voir sur la photo qui va s'afficher juste après. Alors la plateforme sur laquelle il va évoluer, voilà, on le voit là, il est déjà tout en haut, mesure à peu près 2 mètres carrés, donc c'est tout petit. Du coup, ses affaires ont été durement choisies. Un matelas pliable, de la nourriture lyophilisée bien sûr pour prendre le moins de place possible, de l'eau et des toilettes très rudimentaires, on l'imagine. Alors le but c'est d'être en totale autonomie, mais alors la question, pourquoi ? Pourquoi faire ça tout simplement ? Alors, je cite l'artiste, « J'avais fait beaucoup de pièces d'enfermement et je m'étais dit, est-ce que l'on peut s'imaginer être enfermé dans le vide ? De là est née l'idée de cette vigie. » Tout simplement, voilà une nouvelle expérimentation. Il redescendra demain, 12 juin. Au moins, il y en a quand même un qui a pris de la hauteur dans cette histoire. Alors moi j'adore parce que sous prétexte que tu es artiste, tu fais ce que tu veux. Tu sais. Moi je veux faire un truc mais c'est génial, mais je suis artiste. Et tu voudrais pas tenter l'expérience de la vigie? C'est déjà pris, mais je trouverais mieux. On passe à ta revue de presse avec le prix du fromage qui va augmenter. Telle est la question, moi ça m'inquiète énormément. Ouais, je sais justement, si je te dis Appenzeller, Vacherin fribourgeois, Tilsit ou encore Gruyère, forcément je parle de... Fromage. Et de fromage suisse, exactement, l'un des piliers de notre terroir, celui qui, avec notre pain et notre vin, compose la trinité de notre apéro rêvé. Mais ces fromages sont aujourd'hui dans la tourmente et leur prix pourrait bien, justement, comme tu l'as dit, augmenter fortement dans les prochains mois à cause de la météo. Et oui, en effet, à cause d'un printemps peu propice à la montée en alpage, les exploitants ont dû patienter avant de monter en alpage et donc de produire du lait, un retard qui devra être compensé à l'automne et synonyme de fourrage supplémentaire. Donc la production laitière pourrait bien être minimisée cette
cette année avec des répercussions directement sur le prix du fromage, forcément. Et ça concerne tous les cantons des Grisons, de Tessin, du Valais, de Berne. Bref, il faudra mettre la main à la poche. Et la prochaine fois qu'on veut organiser une soirée fondue, on a intérêt à s'y mettre maintenant, sachant que la saison n'est pas encore commencée. Et puis deuxième revue de presse, Kylian Jornet toujours plus impressionnant. Voilà. Toi, tu mets combien au semi-marathon? Vas-y. Je ne le dirai pas à l'antenne. Non, je le dirai pas à l'antenne. Tu n'assumes pas encore, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas encore, je m'entraîne dur. Comme je le disais, on va reparler de notre Catalan préféré, Monsieur Kylian, l'extraterrestre Jornet, qui fait encore parler de lui. Et après avoir bouleversé le monde de l'ultra-trail, de l'alpinisme, même du ski-alpinisme, c'est désormais sur des épreuves plus courtes que l'Espagnol va sévir cette année, des 5 km, des trails ou même, justement, comme c'était le cas ce week-end, des semi-marathons. Et là encore, il a laissé tout le monde pantois, parce qu'il a commencé sa saison sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Il a remporté un cross de 5 km très vallonné en à peu près 15 minutes et 10 secondes. Et ce week-end, justement, comme je le disais, il a sévi dans le Pays basque espagnol en finissant un semi-marathon en 1h26 et 48 secondes. Un semi-marathon sur lequel il y avait quand même 1400 mètres de dénivelé positif, 1400 mètres de dénivelé négatif. Donc on l'observera bien entendu sur son prochain objectif en date, la mythique Sierre Zinal. Et ses 5 sommets à plus de 4000 mètres. Une course qui semble totalement correspondre à Kylian et qui compte bien d'ailleurs titiller le record de l'épreuve, voire pourquoi pas inscrire son nom au panthéon de cette mythique course. Bien sûr, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon, j'ai plus qu'à retourner m'entraîner du coup. Tu peux y aller. Il t'as encore un petit peu de marge. Merci beaucoup Clémence. À tout à l'heure. On se revoit pour le rappel des titres et j'accueille tout de suite notre première invitée, Madame Amélie Sédita. S'il vous plaît, bienvenue. Merci. Bonjour Amélie. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Alter Alpa Tourisme. D'Alter Alpa Tourisme. D'Alter Alpa Tourisme. Alors dites-moi déjà en quelques mots, qu'est-ce qu'Alter Alpa Tourisme? Alter Alpa Tourisme, c'est tout simplement l'office de tourisme pour les territoires Pays de Cruseille et Fierréus, donc une vingtaine de communes situées entre Annecy et Genève. Bah voilà, super bien positionné justement entre deux superbes villes pleines de culture, de choses à faire, mais entre les deux, il y a énormément aussi de programmes. Il y en a pour tous les goûts, les familles, les sorties, les scolaires. Qui ne trouve pas son bonheur Pas personne. On peut répondre vraiment à toutes les attentes. Effectivement, on a beaucoup de produits qui sont à destination des scolaires, donc pas forcément l'été, mais sur la fin de l'année. Là, typiquement, on est en pleine production de produits pour les scolaires. Et puis, bien sûr, l'été, on accueille énormément de familles, mais aussi des individuels. Et le reste de l'année, ça va être plutôt des individuels de type senior. Et effectivement, on a une proposition qui est vraiment large pour répondre à toutes ces attentes. Alors, c'est vrai que c'est un territoire qui est vraiment particulier parce que au-delà du côté proche des montagnes, proche des lacs, finalement il y a un petit bassin où on est dans le tourisme un petit peu insolite, avec des lieux qui sont vraiment propices à plein de découvertes. Oui, on a vraiment un territoire très riche. Alors effectivement, le nom aujourd'hui ne permet pas aux gens de bien le situer, mais on a un territoire très riche. Juste pour les citer comme ça, les Gorges du Fier, premier site naturel de Haute-Savoie, le château de Montrottier, troisième château le plus visité de la Haute-Savoie, tout l'espace hameau du Père Noël, parc des Épouvantails, etc., qui est aussi un des sites les plus visités en Haute-Savoie. J'en passe et des meilleurs, mais les ponts de la Caille, plus de 100 000 visiteurs à l'année. Donc voilà, on a un site qui est vraiment très très riche. Sur tous ces sites, justement, vous arrivez à fédérer, à créer de nombreux événements. Notamment, on y arrive gentiment, c'est les médiévales d'Andy qui vont vous occuper, j'imagine, une bonne partie de ce début de saison d'été. Alors effectivement, on est en plein milieu des médiévales. On a encore 2 jours, le 15 et le 16, samedi et dimanche. Ça occupe surtout l'association du Petit Pays et ses bénévoles. Nous, on essaye de soutenir du mieux qu'on peut et de faire la promotion de l'événement, notamment pour les visiteurs qui rentrent à l'office de tourisme. Et puis, on relaye l'événement, mais c'est vrai que c'est quand même une structure qui est plutôt assez forte en communication et en promotion. Donc voilà, on est juste en soutien. Qu'est-ce qui reste à faire finalement quand on a des associations comme celle-ci qui font déjà le gros du travail? Est-ce que c'est facile de travailler avec ou que concrètement on essaye de viser d'autres publics, de voir les choses un peu plus larges? On ne peut pas passer à côté d'une manifestation qui est incontournable comme ça sur le territoire, c'est évident. Après, effectivement, ils ont des compétences en interne, ils ont ce qu'il faut. Alors nous, il faut montrer qu'on est là, il faut continuer à relayer, il faut soutenir et rester présent s'il y a une demande particulière. Voilà. Okay. Est-ce que c'est difficile d'être justement entre ces deux grandes villes que sont Annecy, Genève, d'essayer de faire vivre un territoire? Pour autant, on le disait, il y a beaucoup de choses à faire dans ces territoires, mais est-ce qu'il n'y a pas d'ombre générée par ces deux grosses villes de chaque côté? Alors oui et non. C'est difficile parce qu'effectivement,
le grand public va pas forcément connaître les villes de Cercier, du Sapé ou de Nonglard, on est bien d'accord. Mais en même temps, on est traversé par les flux touristiques. On capte une énorme clientèle qui arrive de Genève, qu'elle soit suisse, française ou étrangère, parce que tous les gens qui prennent la départementale s'arrêtent au pont de la Caille, donc on est vraiment très très bien placé pour ça. Et puis les gens qui arrivent à Annecy ne restent pas, par exemple, 7 jours dans Annecy. Ils vont chercher des activités à faire autour. Et c'est là qu'on a une carte à jouer, parce qu'on est très proche d'Annecy et qu'on a une offre très intéressante aussi à proposer. Et d'ailleurs, sur un peu tous les sites, puisqu'il y a du plein air, du nautique, de l'artisanat, du terroir, ça joue vraiment sur dans toutes les divisions. Oui, on a vraiment de tout parce qu'on a 2 lacs de pêche, hein, les Dronnières, le lac de la Banne de Sillingy. On va avoir des activités nature, on a un parcours d'acrobranche, on va aussi avoir des châteaux. Je pense au château de Montretier, mais on peut aussi visiter la chapelle des Avenières. On a voilà, toutes ces choses-là. Puis après, on va avoir des sites incontournables comme le Hameau du Père Noël, le parc des Épouvantails, le Tout Petit Pays. Voilà, je voudrais oublier personne, mais voilà, on a vraiment de la nature avec notamment la collection unique de cerisiers à fleurs d'Asie au lac de la Banne de Sillingy. Vraiment, on a une offre qui permet de séduire tous les publics. Alors, tous ces publics, justement, j'imagine, qui viennent chez vous et qui repartent avec le sourire aux lèvres, est-ce qu'il est encore nécessaire aujourd'hui de faire toujours de la communication pour même que les locaux soient au courant de toutes les choses qu'il y a à faire, ou concrètement, ça commence à rentrer un peu dans les esprits ? Non, c'est indispensable. Aujourd'hui, on voit toujours à l'accueil des gens qui disent « Ah, bah, c'est vrai que c'est à côté de chez moi, j'y suis jamais allé ». Ou quand on demande la provenance des gens, on se rend compte que dans le groupe, il va y avoir un local qui est venu avec la famille. Donc, sensibiliser les locaux, c'est indispensable, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'ils connaissent mieux leur territoire et qu'on s'intéresse jamais à tout ce qu'on a autour de chez soi. Par contre, on va partir à l'autre bout de la terre pour aller visiter plein de choses. Donc, les locaux, c'est un public qui est très important pour nous et parce qu'en plus, il est relais pour la famille, les amis, etc. Et bien sûr, il faut communiquer pour le reste des touristes qui ne connaissent pas encore notre destination ou alors qui veulent revenir pour pouvoir continuer à en profiter. Le travail n'arrête jamais. Non. Pour justement cet été, on le disait, il y a les médiévales d'Andy qui sont en ce moment là jusqu'à ce week-end. Dans la suite de l'été, d'autres grands rendez-vous Alors, voilà, si on continue au mois de juin, on va avoir l'Automoto Rétro qui a lieu le 23 juin. Donc c'est un rassemblement de véhicules anciens mais aussi de tracteurs et cette année le thème ça va être la mobilité douce. Ensuite, début juillet, on va avoir le 6 juillet la fête du lac de la Banne de Sillingy avec le feu d'artifice, le concours de pétanque, etc. Et nous, en tant qu'office de tourisme, tout l'été, on va organiser des manifestations, donc des visites guidées, des conférences, des soirées théâtre, tout ça sur le site des Ponts de la Caille, mais on va aussi visiter le Vieux-Bourg de Cruseilles, le parc des Jardins de Haute-Savoie, le Miroir de Faye, voilà, toutes ces choses-là. On organise aussi des choses un petit peu plus insolites, comme des cours de relaxation et de sophrologie sur les Ponts de la Caille. On fait une soirée observation des étoiles, toujours sur le site des Ponts de la Caille. Donc voilà, on essaye, nous aussi, de créer une offre qui n'était pas forcément présente ou qui, traditionnellement, est réservée aux offices de tourisme. Souvent, les visites guidées sont gérées par les offices de tourisme. Ok, et ben voilà, le message est passé. En tout cas, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end ou tout au long de l'été, rendez-vous entre Annecy et Genève. Il y a beaucoup de choses à faire et je suis sûr que vous n'en connaissez pas le tiers. Merci beaucoup Amélie d'avoir été avec nous. En tout cas, bon courage pour cette saison qui s'annonce chargée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et puis on va enchaîner, je vous laisse repartir direction la régie, je vous en prie, avec notre prochain invité, monsieur Anthony Garcia de l'Ilm. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes le fondateur et PDG de l'Ilm, alors comme on le voit bien sur votre souhait. Alors dites-moi un peu plus, c'est une société innovante qui a finalement mis en commun des artisans, des décorateurs d'intérieur, des architectes. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Non, à la base, ça n'existait pas. On a voulu connecter en fait les gens qui avaient besoin d'un meuble sur mesure, d'un agencement, et en fait les ateliers français qui sont capables de créer ça avec une qualité exceptionnelle et qui ont du mal à vendre en fait, ont du mal à communiquer. Donc l'idée, c'était vraiment de connecter ces deux mondes et de trouver en fait la meilleure façon pour le faire, donc à travers notre plateforme et un outil pour vraiment simplifier les demandes. C'est en construisant votre maison que l'idée elle est tombée ou comment ça s'est fait? Concrètement, c'est venu d'un aménagement. J'étais chez moi avec ma compagne qui m'a fortement conseillé de ranger en fait tout un coin de l'appartement. On a cherché un meuble sur mesure et impossible de le trouver dans le commerce. Et donc je suis allé pousser la porte des ateliers, discuter avec des artisans.
Et concrètement, c'est de là que l'idée est venue. Alors ça, c'était il y a à peu près 2-3 ans. C'est ça, 2 ans et demi. Voilà. La société donc a été créée il y a 2 ans. À partir de là, c'est la success story, c'est-à-dire que les contrats, les commandes s'enchaînent. Et aujourd'hui, vous êtes présent en France et il y a l'Europe qui est en point de mire. Ouais, c'est ça. On vise l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on a déjà aujourd'hui livré nos premières commandes en Suisse, à Genève. On a des artisans en Belgique qui livrent en France. On a des artisans en France qui livrent en Belgique. Et en fait, on a un artisanat qui est fort en Europe. Et l'idée, en fait, c'est de s'appuyer dessus et vraiment, quelque part, de contrer un petit peu aussi tout ce qui se fait en meubles industriels, qui a un impact écologique assez fort. Nous, on préconise en fait les circuits courts. On favorise en fait, voilà, c'est des artisans qui sont proches de chez nous. Notre solution, elle permet de géolocaliser en fait l'artisan le plus à même de réaliser le projet et le plus proche de chez soi en fait. Finalement, l'objectif, c'est un peu pouvoir comparer les prix des uns et des autres. Ça mettait beaucoup plus de temps. C'est facilitateur de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en fait, on a 70% de notre volume d'affaires qui vient de professionnels qui ne pouvaient pas comparer effectivement. Ils avaient un prix d'un atelier, mais c'était compliqué pour eux d'avoir un deuxième prix, un troisième devis, etc. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui a une grosse valeur ajoutée pour les professionnels et notamment pour les architectes d'intérieur et les décorateurs qui travaillent au quotidien avec des artisans. Aujourd'hui, on peut imaginer une application, un site internet dans le portable de monsieur et madame tout le monde ou c'est vraiment destiné aux professionnels? Alors, on a encore des particuliers qui nous font des demandes et on répond à ces demandes-là. Maintenant, il se trouve que le gros du trafic vient de professionnels, notamment des restaurants, des boutiques, des bureaux qui ont besoin en fait de mobilier sur mesure. Et donc, on travaille principalement avec des professionnels, mais on a toujours aussi des particuliers qui viennent nous voir. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes donc facilitateur de business pour beaucoup de professionnels, comme vous le dites. Où est-ce que vous tirez votre monnaie? Comment on monétise justement cette affaire-là? En fait, on est quelque part la force de vente externalisée des ateliers. Donc, c'est eux qui nous rémunèrent en tant qu'apporteurs d'affaires. Donc, c'est totalement gratuit en fait pour les architectes d'intérieur, les décorateurs et les professionnels qui viennent nous voir. C'est un service qui permet en fait d'accéder très vite à un devis gratuitement et qui est monétisé en fait par les artisans et par les ateliers. Donc vous prenez une petite commission à chaque... C'est ça, exactement, c'est une commission. Ouais. Ok. On a lancé récemment un système, un plan d'abonnement en fait à destination des ateliers pour leur permettre de recevoir en fait chaque mois des demandes de projets de nos clients. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 6 personnes dans la structure. Oui. Ça marche très très bien. J'ai vu la courbe de votre chiffre d'affaires grimper en flèche justement ces derniers mois, ces dernières années. Où est-ce que ça va s'arrêter? Pas encore, pas maintenant. C'est tout ce qu'il faut vous souhaiter. On a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une ambition européenne. On a un marché qui est très important. La France, c'est un marché important, c'est dans le top 3 des marchés européens, mais l'Europe, c'est vraiment ce qu'on target dans les prochains mois, avec une levée de fonds qui est en cours pour se développer, pour accélérer sur la partie technologie, le développement de l'application, etc., mais aussi pour recruter des personnes pour aller viser l'Europe. J'avais entendu justement, en Europe, c'est 240 000 ateliers environ. Votre objectif, c'est de tous les digitaliser, les faire adhérer à votre plateforme? Non, pas forcément. En fait, il y en a qui sont déjà très très bons. Il y a ce qu'on appelle nous les artisans stars, les ateliers stars en fait qui se débrouillent très très bien. Mais il y en a encore beaucoup en fait qui ont du mal à communiquer et puis à commercialiser en fait leurs services. Et c'est en particulier ces ateliers-là qu'on va aller chercher. Ok. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vous voir pour essayer d'adhérer ou il y a encore On a les deux, mais on a effectivement pas mal d'ateliers qui viennent chaque jour en fait directement nous voir pour postuler. Nous, on a une sélection qui est assez rigoureuse des ateliers. Déjà, c'est que des professionnels, évidemment. Déjà. On regarde l'expérience, on regarde la qualité des réalisations. Donc, il y a tout un tas de facteurs en fait qui fait qu'on a une sélection assez rigoureuse. En tout cas, Anthony Garcia, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Ça devrait bien se passer, à ce que j'ai compris. J'espère. Merci. Bonne journée, à bientôt. Puis tout de suite, nos troisièmes invités, le comité magique, Sophie Houdin, Anne Laviron. Mesdames, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous laisse prendre place, tout simplement. Et alors vous venez nous parler justement d'un projet qu'il est beau, un projet de maison intergénérationnelle. Alors au cas où il y en a qui ne connaissent pas encore le principe, est-ce que vous pouvez me réexpliquer le concept en quelques mots? Alors, intergénérationnel, dernièrement, on l'a réorienté plus multigénérationnel, parce qu'intergénérationnel, c'est 2 générations qui vont avoir une cohabiter. Souvent, c'est dans de la cohabitation intergénérationnelle. Là, ça serait plusieurs générations, donc ça serait plutôt multigénérationnel. Alors, le concept, justement, finalement, c'est des jeunes qui habitent avec des personnes plus âgées? Je suis loin du compte? Plusieurs générations, mettre sous le même toit des seniors, des travailleurs comme vous et moi, jeunes travailleurs, et puis des étudiants ou des familles monoparentales avec des enfants qui pourraient être même de bas âge. Alors, question bête, c'est quoi la plus-value justement d'avoir une habitation, un même lieu avec justement toutes ces multigénérations? C'est de reconstituer un peu l'idée de début de la famille, ou la grande ferme familiale avec les différentes générations qui étaient solidaires, en fait, qui cohabitaient et aussi s'entraidaient dans tous les moments de la vie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a dans un peu l'état d'esprit général mûri ce besoin de vivre différemment ensemble. Et on le voit parce que depuis qu'on a initié ce projet, on a beaucoup de retours, non seulement des collectivités locales qui adhèrent, qui en tout cas nous apportent leur soutien, on pourra peut-être en parler, et puis de personnes qui viennent se manifester en disant « mais qu'est-ce que c'est exactement ce projet? Moi j'ai envie de participer à l'élaboration, mais aussi pour habiter dans une structure comme celle-ci, où on va pas seulement cohabiter, mais aussi vivre ensemble des choses différentes avec des animations, etc. » Et il y a même des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent rester dans leurs habitats, mais qui se sentent quand même isolés et qui ont besoin aussi d'être animés ou d'être en lien. Et c'est pour ça qu'il y a une idée de cohésion. Alors justement, vous faites partie du comité MAGIC. MAGIC, c'est Maison d'accueil et d'hébergement pour l'action entre les générations, l'inclusion et la cohésion. Ce conseil, il vous est venu comment? Comment elle est partie d'où cette idée? Alors moi, je suis infirmière en EHPAD. Et, ça aide, j'imagine. Et du coup, c'est vrai que souvent, on a des personnes qui arrivent encore avec un peu d'autonomie et très rapidement, ils perdent leur autonomie. D'accord. Parce que les EHPAD, c'est fait pour les personnes âgées dépendantes. Et du coup, un jour, je suis venue trouver Anne en lui disant « mais tu ne penses pas qu'il y aurait quelque chose d'autre à créer, une alternative entre le tout domicile et l'EHPAD pour ces personnes-là qui sont encore autonomes ?» Et puis je lui dis, au lieu de vivre en EHPAD, ce serait peut-être un nom à trouver qui serait peut-être plus sympa. Et puis en discutant, on a trouvé le mot magique qui pouvait justement dans magique retrouver accueil, hébergement, génération, inclusion, cohésion. Voilà, ça nous a fait notre logo et notre acronyme de notre projet. Alors maintenant, le projet il est lancé, en tout cas il est à l'étude depuis de nombreuses années. On en est où concrètement aujourd'hui? En nombreuses années. Alors, au départ, quand Sophie est venue me trouver, effectivement, c'était en 2017. Octobre 2017. Octobre 2017. Ça commence à faire gentiment. Ça commence. La maturité, quoi. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu tout un cheminement et il a commencé par le fait que nous soyons allés trouver la mairie. Parce que comme on disait, vous êtes en pays de filière. En pays de filière. Donc notre petite commune à la base c'est Torrenguière. Maintenant c'est regroupé à 5 communes. Et nous sommes allés trouver notre maire comme nous sommes des citoyennes déjà assez investies sur la commune. On a accès assez facilement à notre maire. Quand on lui a présenté le projet, assez rapidement on a eu une vraie adhésion en fait. Et il y a un projet de territoire qui était sur le pays de filière et aussi Grand Annecy d'ailleurs, qui convergent vers le constat qu'on faisait aussi d'un besoin de structures qui décloisonnent les différents publics, les différentes populations. Et c'est là aussi où on n'a pas cité le public aussi handicapé. C'est vrai, tout à fait. Et où c'est aussi la commune qui nous a fait connaître les difficultés de recrutement de structures et d'entreprises localement et en milieu rural. Par rapport à des salariés qui viendraient, qui sont déjà issus de pays de filière ou pas, et qui ont des difficultés à trouver des logements et abordables.
Alors ça, c'est un petit peu le constat. Aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes, entre guillemets? Alors là, déjà, on a bien avancé parce qu'on s'est rapproché d'une grosse association qui a de l'expérience on cherchait une association qui puisse mettre en œuvre notre projet, parce que nous, on est une petite équipe de citoyens, mais un projet immobilier, c'est pas dans nos cordes. Donc, il nous fallait une grosse association qui puisse mettre en œuvre notre projet. Donc, on s'est rapproché de l'ADMR, puisqu'on a une ADMR au centre du village. L'ADMR, c'est même public, c'est une activité, eux, ils sont sur le domicile, donc nous, c'est presque du domicile, ce qu'on veut faire. Et puis c'est une grosse association qui a une union nationale. Il y a 2700 associations en France, donc c'est quelque chose, une association qui tient la route et sur lequel on s'est dit, on peut peut-être se reposer sur eux pour la mise en œuvre. Donc on est allé les retrouver et puis c'était magique parce qu'en fait ils ont des projets assez similaires à celui-là déjà en France et du coup ça les intéressait de travailler avec nous pour monter un projet de ce type-là sur cette zone géographique où pour l'instant il n'y a pas de projet d'habitat, ce qu'ils appellent eux les habités autrement ADMR. Voilà. Alors vous le disiez, en 2017 il y a eu l'aval de la mairie, 2019 c'est le début de la construction, c'est parti, c'est lancé? Alors il y a le terrain qui va bientôt arriver. C'est déjà pas mal. Qui est en cours d'acquisition par la commune. Donc sans ça, on ne démarre pas. Et puis il y a eu, donc là, le 7 juin, le premier comité de pilotage avec différents acteurs, probablement pas tous, pour l'instant, tous ceux qui nous soutiennent, les partenaires. Donc on a la mairie, le CIAS du Grand Annecy, l'ADMR, d'autres citoyennes qui font partie du comité et le conseil départemental. Oui, et aussi une petite entreprise qui va nous aider à réaliser une étude sur la faisabilité en fonction du terrain que nous avons identifié. Et alors, les gens vont pouvoir aménager quand? Il y a d'ores et déjà une date qui est définie? C'est le temps d'un projet immobilier. Et le temps d'un projet immobilier... Je ne suis pas encore propriétaire, je ne me rends pas compte. C'est un gros projet immobilier parce que c'est quand même... il risque d'y avoir entre 20 et 30 logements. On ne sait pas encore quel est le seuil de rentabilité parce qu'il faut que ce soit quand même suffisamment grand pour que ça puisse être viable. Et du coup, ça risque d'être un projet de minimum 20 logements. Donc, ils sont d'ores et déjà tous remplis? On se bat pour avoir les logements multigénérationnels? Comme disait Anne, il y a déjà des gens qui nous ont contactés pour être de futurs habitants et du coup participer au montage du projet. Mais il reste encore des places. Mais il reste encore des places. Bon. On n'a encore pas beaucoup communiqué sur le projet non plus. Mais on commence ici même. Voilà. Oui. Mesdames, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis tout devrait bien se passer, j'imagine. Merci, oui, nous sommes très confiantes depuis le début. Ça se voit. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous laisse repartir en direction la régie. Le temps pour moi de rappeler Clémence. À bientôt. Pour le rappel des titres, Clémence avec toi d'ici quelques minutes, juste après la pub, c'est le JT et on va parler de don du sang. Oui, puisque les réserves en France n'ont jamais été aussi basses pour le don du sang. Jean-Paul Crespy s'est rendu à Annemasse pour prendre un petit peu la température dans un centre. Et puis on commence notre série de la semaine réalisée par Camille Rivolet. Notre série de la semaine qui est consacrée cette semaine du coup au patois. C'est le premier épisode ce soir. Eh ben on a hâte de voir ça, c'est dans le JT, c'est juste après la pub. À tout de suite.